Une continuation de notre soutien humanitaire. On a annoncé un programme de 58 millions de livres pour les besoins humanitaires et protection dans le Sahel, inclus le Niger. On a aussi parlé de notre partenariat, de notre priorité partagée, par exemple l'éducation, la sécurité régionale et le changement climatique. Nicolas Crissel a enfin réaffirmé la poursuite du soutien humanitaire du Royaume-Uni au Sahel. Le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, a accordé 2 audiences ce matin. La première à une délégation de participants au premier forum de l'innovation sur les villages intelligents. La seconde audience au réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, section du Niger. Gérard Blaziz, Laoliaï. En marge du premier forum de l'innovation sur les villages intelligents FIVI 2022, lancé lundi dernier par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, le directeur général de cette institution, celui de l'Alliance Smart Africa et la directrice régionale pour l'Afrique de l'Union internationale de télécommunications IIT ont tenu à rencontrer le Premier ministre Oumoudou Mahamadou qui parraine l'événement. Ibrahima Gimba, Lansina Kone et Anne-Rachel Inné sont venus présenter leur gratitude au chef du gouvernement, lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux et des initiatives qu'ils portent tous en commun, en particulier le programme Village Intelligent. Nous sommes aujourd'hui à un moment où nous allons accélérer la cadence, si je puis me permettre. Nous attendons incessamment l'annonce de l'attribution des lots de 2175 villages qui vont être connectés au cours des prochaines années au Niger. Plusieurs pilotes ont été déployés sur toute l'étendue du territoire, aussi bien des pilotes axés sur la connectivité que des pilotes axés sur le contenu, donc notamment des centres communautaires, des centres numériques qui sont déployés un peu partout sur l'étendue du territoire. Donc cet événement continue. Et demain, nous irons faire des visites terrain, notamment à Sadoré, où il y a la cité de l'innovation que nous allons visiter ensemble, toutes les délégations. Et le village témoin de Sadoré, qui est un village où justement certaines de ces technologies sont déployées, surtout dans le domaine de la télémédecine. Et vendredi, nous irons à Kolo pour visiter le centre numérique qui est déployé dans le cadre de ce programme. À cette occasion, l'agence Smart Africa et l'UIT, agence spécialisée des Nations Unies, qui porte le projet Village Intelligent au niveau international, ont rassuré le Premier ministre de tout leur soutien. Nous témoignons aujourd'hui la mise en place des projets pilotes un peu partout au Niger. Et c'est pour venir témoigner aussi comment nous pouvons vraiment utiliser le Niger comme un exemple pour pouvoir partager cette expérience avec le reste des pays membres de Smart Africa sur le continent africain. Ce que nous voyons là, c'est véritablement une innovation dans le contexte africain qui est d'appliquer la technologie pour le développement socio-économique dans nos propres contextes. Nous sommes venus rassurer le Premier ministre et demander encore plus son soutien pour cette initiative, comme viennent de dire mes 2 collègues, qui est absolument remarquable et qui porte véritablement le Niger au sommet pour tout ce qui est mise en place de l'innovation au niveau technologique et au niveau numérique en Afrique. Ce concept de village intelligent aujourd'hui au niveau de l'Union internationale des télécommunications est quelque chose qui est répercuté par exemple au niveau global et qui est émulé par d'autres pays. Donc on tenait aussi à le dire au chef de gouvernement et à faire en sorte que le Niger soit encore plus dans la portée de cette initiative au niveau global et qu'il devienne véritablement le champion de cette initiative. Au niveau de l'UIT, nous sommes là pour non seulement participer, encourager et faire partie des acteurs de cette initiative. Le Premier ministre s'est aussi entretenu avec une délégation du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, section du Niger. Ce réseau panafricain qui entend œuvrer pour le développement des différents pays prépare la tenue très prochaine de son Assemblée générale.
La région de Zender n'a pas échappé aux séries d'inondations qui ont causé la désolation dans plusieurs localités de la région. Une de nos équipes de la station régionale nous fait le point sur l'ampleur des dégâts et de l'assistance aux sinistrés. Matotoraki Abdurrahman Mazou. Cette année, la saison hivernale a été capricieuse. Le manque de pluie en début de la saison fait de plus en plus place à des pluies diluviennes dans des délais très courts, alors que la saison de pluie n'est pas terminée. Conséquence, plusieurs localités de la région font face à des inondations suite aux fortes précipitations enregistrées le 17 juillet dernier. C'est le cas de la commune rurale de Gafati, dans le département de Myria, qui a reçu 208 mm d'eau de pluie, provoquant d'énormes dégâts, notamment des jardins et greniers inondés, des maisons effondrées et des centaines de personnes sinistrées. Des sans-abri qui sont actuellement casés dans des écoles. Le témoignage de cette sinistrée qui n'a eu la vie sauve que grâce à Dieu. Avec mon mari, nous avions eu à peine le temps de prendre nos enfants et de fuir. L'eau est venue très vite et la maison s'est écroulée. Guidemouni, à environ 70 km, a également essuyé des précipitations d'une intensité inhabituelle, avec plus de 200 mm en 2 jours. Ici aussi, les impacts sont visibles. Des maisons effondrées, la montée des eaux du lac, avec 157 champs et jardins engloutis. Et pour qui connaît Guidemouni par rapport à sa position et sa cuvette, les conséquences sont énormes. Ça va porter un coup très dur à l'économie. La population de Guidemouni qui ne vit pour l'essentiel que du jardinage. Et c'est sans doute à Hamdara que le phénomène semble d'une ampleur exceptionnelle. 262 mm recueillis, que la saison des pluies n'est pas terminée. On dénombre 2442 sinistrés et 379 maisons effondrées, avec malheureusement un décès. Une situation très dramatique. Pour ceux qui connaissent Hamdara, c'est un village qui est situé sous le pied d'une colline. Et l'eau quitte les collines pour traverser le village. Maintenant, c'est lors de son passage là, elle cause des dégâts. Et déjà, le mois se lisait sur le visage de ces sinistrés. Vous savez, les situations de dégâts et de pertes sont toujours des moments douloureux et de stress. Qu'Allah nous vienne en aide, sinon nous avons presque tout perdu. L'eau est le principal ennemi des routes en terre. Des fortes pluies qui ont accentué leur dégradation. Il faut noter quand même qu'il y a eu quelques perturbations, notamment sur la RN1 Est, au PK 942. Il y a une digue qui a cédé et puis ça a occasionné l'ensablement sur la chaussée. Mais aussi sur cette route, il y a des ouvrages qui sont menacés. Pour ce qui est des routes en terre, il y a celles dont les dégradations sont trop avancées. Donc du coup maintenant leur praticabilité est réduite. Face à l'ampleur du désastre, la préfète de Myria a effectué une sortie terrain pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Madame Dalladi qui a fait le point de la contribution des ressortissants qui vaut son pesant d'or. Et c'est dans cette veine que le premier responsable de la région a réuni tous les acteurs humanitaires pour la mise en place d'une stratégie de riposte rapide et urgente, car ce phénomène récurrent en cette saison qui a causé la mort de 5 personnes au niveau régional n'est pas près de s'arrêter. En effet, d'autres précipitations sont attendues dans les prochains jours. Les prévisions annoncent une séquence de fortes pluies, ça et là, sur l'ensemble du territoire, au moment où le réchauffement climatique et la croissance démographique ne laissent aucune marge de manœuvre aux décideurs politiques. Parlons toujours saison de pluie avec ce reportage à Ottawa où une de nos équipes s'est intéressée à la situation agricole avec justement l'installation de la saison des pluies. Détail, Lawal Seni, Absoto Aboubakar. Zone à vocation agro-pastorale, la région d'Ottawa a enregistré ses premières pluies cette année dès le mois de mai. À la date d'aujourd'hui, 1862 villages ont pu s'aimer sur les 1896 villages agricoles, soit
un taux de 98,21% selon le directeur régional de l'agriculture. La campagne agricole hivernage 2022 au niveau de la région de Tawa a démarré courant 3e décade du mois de mai, où on a eu quelques 28 villages qui ont fait des semis partiels. Donc les semis se sont poursuivis et avec un peu de poche de sécheresse dans certaines zones, certains semis se sont avortés. Et sur le plan semis, nous avons eu une évolution positive par rapport à l'année passée. Maintenant, sur le plan pluviométrique, cette année, nous avons 102 postes pluviométriques qui sont suivis. Et sur les 102 postes pluviométriques, on a actuellement, à la 2e décade du mois de juillet, on a 34 postes qui sont excédentaires par rapport à l'année passée. Pendant que certains cultivateurs sont en train de labourer leurs champs, d'autres, par contre, attendent toujours leurs semences en main. Il faut noter qu'on a 34 villages encore qui n'ont pas pu s'aimer, notamment dans le département de Keta, dans le département d'Abalak, et dans le département de Tassara, dans le département de Telia et autour de la ville de Tawa. Tous les villages qui n'ont pas sémé à la date du 20 juillet, on les appelle les villages à risque. C'est-à-dire que c'est des villages qui, il y a des risques que les semis ne bouclent pas le cycle végétatif. Comme l'a souligné un cultivateur trouvé sur place, enseignant de profession, la terre ne trahit jamais, même si par ailleurs la mauvaise répartition des pluies dans le temps et l'espace conduit des fois à des mauvaises récoltes. Je suis venu visiter mon champ. L'appel que je lance envers les fonctionnaires, plus précisément les enseignants, de profiter de ces vacances-là pour cultiver. On a dit que la terre ne trahit pas. Donc c'est l'appel que je lance. Même si on n'a pas eu grand-chose, au moins on aura pu avoir les tiges, les feuilles de haricots, les feuilles d'arachide. L'État, pour sa part, avec à ses côtés ses partenaires, continue de placer pour cette campagne 2022 des semences 2000, sorgho, niébé et engrais au niveau de la région. Dans le cadre du préparatif de la campagne hivernage 2022, donc l'État et les partenaires ont mis à la disposition des producteurs issus des villages déficitaires de l'année 2021, 1306 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations comprises, et 240 tonnes d'engrais. Et l'État cette année a mis en place aussi 2130 litres d'engrais liquide que nous avons testé au niveau des différentes zones pour voir son efficacité. Cette opération avait eu beaucoup de succès et l'État, sur le budget national, a initié aussi pour les zones qui n'ont pas reçu de la subvention ciblée. Et actuellement, nous sommes dans la phase de sensibilisation pour essayer d'identifier les producteurs cibles qui auront à bénéficier de cet engrais-là. Donc il faut noter quand même pour l'État, c'est environ 1808 tonnes d'engrais qui seront mis à la disposition de 300 villages déficitaires issus de la campagne d'hivernage 2021. La situation phytosanitaire semble être bonne, hormis quelques attaques de chenilles sur le Niébé qui ont été enregistrées au niveau des communes d'Abalak et Madawa, où 85 hectares ont été déclarés infestés. En ce qui concerne l'élevage, si certaines mares sont remplies, il a été constaté un retard de pâturage dans plusieurs localités. Mais selon les spécialistes, l'espoir est toujours permis pour une bonne campagne agro-silvopastorale 2022.